Bien, mais déjà, merci à vous tous et bienvenue à chacune et à chacun. Bienvenue Jean-François pour cette conférence et cette exposition. Nous sommes très heureux de t'accueillir au Centre Céramique. Puis maintenant, je vais me faire tout petit, je vais passer derrière et je vais te laisser la parole. Merci Patrick. D'abord, je voudrais remercier Patrick justement de son accueil qui me permet de présenter mon travail dans une salle qui est absolument fabuleuse. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à présenter mon travail là. Alors, je voudrais le remercier ainsi que toute l'équipe du centre. Merci à vous. Alors voilà, bon, donc je suis connu pour faire des céladons. Je n'ai pas toujours fait des céladons. Et là, mon diaporama, je vais vous présenter un peu mon parcours depuis le début jusqu'au présent. C'est un diaporama que j'ai étoffé un peu au cours du temps, qui a déjà été présenté quelques fois. Là maintenant, il est beaucoup plus complet. Bon, la prochaine fois, j'aurai d'autres images. J'espère que ça durera longtemps. Voilà, bon, donc, je me définis comme sculpteur céramiste avant tout, et puis chercheur de matière. J'ai fondé mon atelier à Montpré-Chambord, dans le Loir-et-Cher. C'est pas loin de Chambord, c'est une dizaine de kilomètres entre Blois et Chambord. Mes études. De 63 à 67, j'ai reçu ma formation à l'École des Arts Appliqués à Paris. C'était une formation artistique qui a une durée de 4 ans. On passait un diplôme. Et ensuite, je suis resté 2 ans supplémentaires uniquement dans l'atelier de céramique. Pendant les 4 ans, on passait dans de différents ateliers, que ce soit atelier de sculpture sur pierre, sculpture sur bois, de la fresque, enfin, etc. Énormément de dessins, de couleurs. Et pendant ces années-là, j'étais fortement marqué par Roger Plein, qui était un professeur de dessin extraordinaire, qui, après les années 70, a été professeur à l'École des Beaux-Arts de Paris, où beaucoup de collègues de ma section l'ont suivi. Bon, moi, j'ai choisi la voie de la céramique parce que ça me permettait de gagner ma vie. Voilà. Alors, Roger Plein, il y a beaucoup d'artistes qui revendiquent justement la filiation avec Roger Plein, et on s'appelle les plinistes. Et quelquefois, on organisait des expositions qui réunissaient le maximum de monde. Le président actuel de la Maison des Artistes est un pliniste. Rémi Aron est un pliniste. Voilà. Donc, après le diplôme en 67, je suis resté dans l'atelier de céramique pendant 1 an et demi. Et ce livre qui est à l'écran, il était dans l'atelier. Et alors, il faut dire qu'à l'époque, aux arts appliqués, j'étais fortement marqué par le dessin. Je pensais dessin, je pensais modelage aussi. Et donc, même dans l'atelier de céramique, en feuilletant ce bouquin, j'ai vu un vase avec des décors de bambou qui étaient faits au pinceau de manière très nerveuse. Et j'ai été fasciné par la façon de dessiner comme ça sur les vases. Donc, je suis allé au musée Guimet avec du matériel de dessin pour dessiner les dessins, pour les reproduire, avec de l'encre de Chine et puis des cartons un peu buvards pour imiter un peu une terre poreuse. Hein. Voilà. Et là, ça a été la découverte. J'ai découvert au musée Guimet la salle Kallmann qui venait d'ouvrir, et j'ai découvert la céramique Song, les matières Song, les mailles de haute température que j'avais pas vraiment vues. Pierre Rouleau et puis ses collègues des arts appliqués faisaient des expositions de temps en temps, mais ils montraient quelques pièces, mais pas beaucoup. J'ai vraiment pas vu leur travail. Ils travaillaient la haute température aussi, mais pour moi, c'était un choc. Et c'est notamment ce vase-là qui figurait dans la salle Kallmann. Il y avait d'autres, hein. Il y avait des noirs miroirs, mais vraiment, ce vase-là m'a interpellé. Et lorsque je suis rentré aux arts appliqués, j'ai interrogé Pierre Rouleau, mon prof, je lui ai demandé comment on fait du céladon. Textuellement, il m'a dit, tu m'emmerdes, tu prends du feldspath et tu fais des progressions de carbonate de calcium dedans, avec. Voilà, c'était la seule leçon que j'ai prise. Mais je l'ai retenu parce que c'est plutôt que, à l'heure actuelle, même à l'heure actuelle, plutôt que rechercher avec des méthodes de calcul moléculaire, etc., je préfère une approche empirique. Voilà. Alors maintenant, je vais retracer un peu les différentes pièces que j'ai faites. Donc les toutes premières, c'était des blancs craquelés. Voilà un exemple. C'est une petite pièce tournée sur porcelaine, un peu déformée. La pièce l'émail craquait à la sortie du four. Il peut craquer pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire 1 an après, hein, c'est possible. Et les fissures sont ancrées avec donc, de l'encre de Chine. En Chine, ils procédaient à deux ancrages différents.
Le premier qui se passait environ un jour ou deux après la sortie du four, en noir. Et puis après, donc, le nouveau craquelé se reproduisait, et donc à l'intérieur du tracé en noir. Et là, il l'ancrait avec du beau de noix. Ensuite, je suis passé aux glaçures à base de cendre végétale. À Montpré-Chambord, c'est une commune où il y a eu beaucoup de vignes qui ont été remplacées par des pommiers. Et il y a un cultivateur qui m'avait proposé, qui avait un champ, il rasait tous ses pommiers, il en avait 140. Donc il avait gardé les troncs pour se chauffer, et puis il m'a laissé à disposition les branches. Donc j'ai brûlé les branches, et puis je me suis lancé dans une recherche d'émail avec les cendres de pommiers. Là, ici, c'est une pièce en porcelaine tournée, qui n'est pas très grande, on doit faire environ 35 cm de haut. J'avais posé un premier émail noir miroir, un peu comme les émaux noirs miroir que j'avais vu Salle Kalman. Et par-dessus, j'ai posé un émail à base de cendre de pommier, kaolin et sable de Fontainebleau pour la silice. Et ce qui m'intéressait, c'est le graphisme, évidemment, c'est cet effet de paysage, voilà. Toujours avec les cendres de pommier sur le noir miroir, l'intérieur d'une coupe. Alors en posant l'émail en superposition tout autour, sans émailler le fond, de manière à ce que, par la coulée, il y a un graphisme assez spécifique qui se crée. Alors ça, c'est une pièce chinoise, un tune, c'est un bleu de fer taché de pourpre. Les potiers chinois utilisaient de la cendre de blé, qui est très siliceuse, et puis ils faisaient au pinceau, ils faisaient des applications d'oxyde de cuivre, ce qui développe le rouge. Alors, je me suis inspiré de ce travail-là, et j'ai fait un travail de superposition en cherchant des graphismes aléatoires vraiment très... je veux dire, pas des effets de matière, mais vraiment des grands dessins qui rythment la pièce. Ça, c'est une pièce qui doit faire 45 cm, voire à peine 50 cm. Je travaillais par superposition en posant mon émail au pistolet et en faisant que les couches soient très, très, très épaisses. Et j'enfournais les pièces à peine sèches, et même parfois je vaporisais de l'eau aux endroits où je voulais que les cassures se créent, et juste avant l'enfournement, et je faisais des débuts de cuisson très violents, c'est-à-dire monter en température très rapide. Et sous cet effet, il y a un choc, et les couches d'émail, il n'y a pas une certaine cohésion, et du fait des dilatations, elles se cassent, elles se fendent. Et mon intérêt, ce que je cherchais, c'était vraiment des fissures de haut en bas, pour créer un graphisme très violent. Là, c'est ce qui s'est passé. Et alors, pendant ce travail-là, dans le four, au tout début de la cuisson, il y a une partie de l'émail qui tombait sur les plaques d'enfournement. Voilà une autre, donc 30-35 cm. Là, c'est d'abord une application de ce qu'on appelle un rouge de fer, ensuite un blanc, un émail sans oxyde de fer, et je vaporisais du cuivre sous forme de sulfate par endroits pour développer les rouges. Et là encore, donc les cassures, tout le jeu comme ça qui se crée, c'est provoqué en début de cuisson par le début de cuisson violente. Et évidemment, bon, là encore, il y a des parties d'émail qui tombaient sur les plaques d'enfournement. Je les protégeais. Voilà, c'est des morceaux de ce qui tombait au pied de mes pièces. Et cette accumulation des mots très, très variés, c'est une richesse incroyable. Et donc, j'ai eu l'idée de travailler ça, d'exploiter cet effet. Et j'ai réalisé ça. C'est-à-dire, j'ai fabriqué des plaques d'émail pures, je les ai biscuitées, et ensuite, je les ai cassées en morceaux et superposées. Et je les ai entassées. Et ensuite, j'ai cuit à 1300 degrés, 1320 degrés. Bon, c'est une pièce qui fait 80 cm. Il n'y a pas du tout d'argile. C'est simplement posé sur une fibre isolante, ce qui fait que l'émail ne colle pas et ça permet de se décoller très facilement. Alors, ce travail était interrompu. À l'époque, je travaillais avec la Galerie Sarver. Et à la Galerie Sarver, il y avait une exposition de groupe tous les ans. Et Daniel nous propose à tous de travailler sur le céladon. J'avais déjà fait des céladons. Et je reprends des formules anciennes et
et que, contre toute attente, je trouve un céladon qui est un peu satiné, un peu moelleux comme je recherchais, que je n'avais pas réussi à trouver jusqu'à présent. J'ai fait une erreur de manip, mais ça m'a mis sur la voie. Et à partir de ce moment-là, j'ai abandonné absolument tout le travail coloré pour me consacrer uniquement au céladon. Voilà, bon, ça, c'est les pièces que j'admire le plus. Ça, c'est une pièce chinoise, c'est un vase d'hôtel. Généralement, elles vont par paire. Sur l'une, il y a un tigre, sur l'autre, il y a un dragon. Voilà, donc ce qui m'intéresse dans le céladon, c'est cet aspect un peu gras, comme ça. La lumière les Chinois comparaient le reflet des céladons à du suif, à la graisse de mouton. C'est pas mat, hein, c'est pas quelque chose de pas mat, pas satiné. On peut dire c'est gras, c'est une espèce de sensation assez intéressante. D'ailleurs, quand moi je faisais ma recherche, j'allais très souvent au musée Guimet et puis je mettais mes essais contre la vitrine pour au plus près de la pièce qu'on a vue tout à l'heure, pour voir si ça ressemblait, si c'était bon. Mais sitôt redescendu dans ma bagnole, les faits, la mémoire, je le perdais un peu. Et je comparais. Bon, mon objectif, c'était un peu de ressembler à la mayonnaise. Mais c'est un reflet un peu gras comme ça, voilà. Ben, en même temps que ce reflet, il faut qu'il y ait une certaine translucidité. Parce que l'objectif, pour les Chinois, que j'ai repris à mon compte aussi, l'objectif, c'est d'imiter le jade. C'est-à-dire une matière translucide, mais des jades anciens. Les jades sont polis, là, ils sont avec des abrasifs, ce qui donne un état de surface qui est particulier, qui rend cette sensation de velouté, de lumière un peu grasse comme ça, qui s'écrase sur la surface. Les jades contemporains sont des jades qui ont des reflets miroirs. Hein. Là, c'est clinquant, c'est pas ce que moi je recherche. Alors, je parle de céladon. Alors, d'où vient le nom céladon? C'est-à-dire que jusqu'à il y a 2-3 ans, je pensais, comme tout le monde, que le mot céladon, ça avait le nom de berger du héros de l'Astrée, et que parce que ce berger avait des habits verts et portait des rubans verts. Alors, un jour, en rentrant d'une exposition dans l'Indre, je m'arrête à la Bâtie d'Urfé, qui était dans le Forez, là où Honoré d'Urfé a écrit son roman. Je visite les lieux, et puis il y a une petite bibliothèque, et je demande à la bibliothécaire où je peux trouver le livre. Je voulais un facsimilé du livre où il était écrit que Céladon avait un habit vert et des rubans verts. Alors elle me dit, c'est très simple. Il y a elle me donne un facsimilé de la première partie. Il faut dire il y a 5000 pages, c'est-à-dire il y a 5 parties, de 12 livres chacun. Au total, ça fait 5000 pages, il y a 243 personnages. Ça a eu à l'époque, première parution en 1607, ça a eu un succès de librairie absolument dingue. Ça a été traduit en plusieurs langues. Il y a eu des batailles d'éditeurs pour pouvoir éditer les parties, parce que ça s'est échelonné dans le temps. La dernière partie n'a pas été écrite par Honoré d'Urfé, mais par son secrétaire. Alors j'ai lu la première partie. Ensuite, je suis retourné à la Bâtie d'Urfé, j'ai acheté la deuxième partie. Il n'y en avait pas d'autres. La troisième partie, je l'ai imprimée auprès du site Gallica. Et pour la cinquième, j'ai fait des recherches sur Internet en cherchant un nom. Vert, habit vert, costume vert, ruban vert, etc. J'ai rien trouvé. C'est une légende, c'est-à-dire que si vous entendez quelqu'un vous dire ça s'appelle Céladon parce que Céladon avait des rubans verts dans le roman, c'est pas vrai, c'est pas écrit. Voilà, bon, je ne vais pas développer de la recherche ici, mais je fais un résumé. C'est l'art de la conversation de la culture française du début du XVIe siècle, de la noblesse de cour, imprégné du roman d'Honoré d'Urfé, qui est à l'origine du mot vers Céladon. Alors Gilles Ménage, c'est un homme qui au départ participé à la rédaction du dictionnaire de français et qui a fait paraître son propre dictionnaire en 1794 et qui a écrit à propos de l'entrée Céladon: par le caprice des dames de la cour, cette couleur a été ainsi appelée de Céladon, personnage du roman de l'Astrée. Et ce qui est très important de lire, c'est ces dames ont de même appelé d'autres couleurs, couleur d'Astrée, couleur d'Espagnol Balade, d'Amarande, de Fille-et-Bu, de Barbe à la Plume, etc. Et donc cette énumération de couleurs, si vous tapez ça sur Internet, vous allez voir ce qui vient, c'est la source originale, c'est le livre de Théodore d'Agrippa d'Aubidier, les aventures du baron de Fenès, qui est paru en 1630, où apparaît donc le mot couleur Céladon. Il y avait également couleur d'Astrée,
La première fois où on trouve aussi la couleur rouge de cuivre, rouge sang de bœuf. Voilà, donc ce sont des noms de couleurs inventés par la cour la cour de Louis XIII. Et alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un nom de couleur c'est une couleur qui était immédiatement fabriquée par les teinturiers. Et très vite, très tôt, on trouve des traités de teinturiers qui décrivent la manière de fabriquer le verre céladon, avec des herbes, évidemment, trempées dans la guêde, et puis ensuite trempées dans la gaude, de plantes qui donnent du jaune et du bleu, pour faire le verre. Et c'était vraiment très, très réglementé. Il y avait des amendes si on utilisait d'autres colorants, etc. Et les premières traces écrites qui s'appliquent à la céramique, c'est 1750. Donc il y a à peu près un siècle, pendant à peu près un siècle, le verre céladon, c'était l'apanage de la mercerie. Et en 1750, ce sont les grands marchands merciers qui ont le droit de commercialiser des œuvres de céramique et avec lesquelles ils pouvaient faire des montages, des pieds en bronze ou des éléments en bronze rapportés. Et dans les cahiers de vente, on trouve la marquise de Pompadour, achat d'un vase céladon ou de couleur céladon, etc. Mais seulement à partir de ces dates-là, enfin les traces écrites en tout cas. Voilà. Bon, les céladons qui ont fait l'objet de mes recherches sont ceux de la période Song, et surtout Song du Sud. C'est-à-dire les céladons, les premiers viennent de la région d'Hue, c'est en dessous Shanghai. Ils ne sont pas très aboutis. Ils commencent à être vraiment ressembler à ce qu'on appelle un céladon vers 900. Et les plus beaux, c'est les Song, c'est XIIe siècle. Alors, il y a deux principales zones de fabrication. Pour les Guan, c'est la capitale des Song du Sud, Hangzhou. Et pour les imitations et les premières commandes des nobles au four de Longchuan, Longchuan, c'est un complexe où il y a plusieurs villes qui fabriquaient des céladons. Il y en a des céladons très pauvres de matière, pour usage courant, puis il y en a d'autres très sophistiqués, uniquement réservés à la cour. Bon voilà, là situé en vert, là, Hangzhou, vous voyez, c'est la tache verte en haut, et Longchuan, c'est au sud. Alors ça, c'est un morceau de jade que j'ai photographié au musée de Hangzhou. Au musée de Hangzhou, c'est le four impérial, il était sous direction impériale. Et sur le site, il n'y a rien qui dépasse terre. Enfin, il n'y a que des tessons sur le sol, des traces du four. Et le musée qui a été construit, il a été construit sur le dépotoir. C'est-à-dire que on marche sur des dalles de verre et dessous, il y a les pièces et les tessons cassés. Mais c'est des montagnes de tessons. Et le four aussi également, on le voit, il n'y a que les bases des briques, des murs qui subsistent. C'est un four qui fait un peu plus de 40 mètres de long, il est en pente, et il fait environ 2 mètres de large, et probablement de faire 2 mètres de haut. Alors, ça indique évidemment que ce morceau de jade est dans le musée pour préciser que l'objectif de ces potiers qui travaillaient là, c'était d'imiter cette matière. Alors dans ma recherche, j'ai commencé à chercher de la documentation, mais il n'y avait vraiment rien. Il y a un livre de Pamela Van Diver, qui était une chimiste, qui analysait, qui donnait quelques renseignements. Et j'ai travaillé d'après ses travaux, recherche personnelle. Et c'est après, bien plus tard, je suis tombé sur les livres de Nigel Wood et Robert Tishan, qui donnaient des analyses chimiques. Bon, ça m'a permis un peu. Et puis surtout d'avoir des images, des coupes d'émail. Bon, voilà, à droite, une image qui vient d'un livre de Tishan, je crois, ou je ne sais plus exactement, qui montre que il y a une lumière qui tombe sur la surface de l'émail. Une partie s'est réfléchie, et une partie de la lumière rentre à l'intérieur. Alors, à l'intérieur de l'émail, il y a énormément d'éléments non fondus, puis également des cristaux qui se sont développés pendant les refroidissements. Et la lumière joue à l'intérieur, ce qui donne cet aspect un peu laiteux.
Et en surface, la surface n'est pas lisse, elle est très légèrement. Il y a des cristaux qui se développent un petit peu en surface et qui créent ce reflet particulier. Ah oui, alors j'écris, là, j'ai très vite, dans ma recherche, je me suis dit, je vais me mettre un peu dans la tête d'un potier chinois, et puis comment travailler avec les matériaux. Donc uniquement avec des matériaux issus de carrière, des matériaux naturels. Voilà, ce qui est important, oui, je lis en même temps le texte. Ce qui est important, c'est les vitesses de refroidissement. Je gère des refroidissements de mon four. Là, ici, c'est une coupe d'un céladon Longchuan. On voit qu'il y a clairement, alors la partie body, on voit en noir, c'est le corps, le tesson, la glaçure sur la droite, et on voit qu'il y a deux épaisseurs de glaçure, il y a deux types de glaçure. À l'époque, j'avais fait une mesure par rapport aux 120 microns, j'ai noté les dimensions approximatives. Alors, ce qu'il y a d'important, c'est que pour avoir un beau céladon, il faut de l'épaisseur. L'émail, c'est de la boue, c'est une poudre de minéraux gradiométrie très fine. Et lorsqu'on la pose, lorsqu'on essaye de la poser de manière épaisse, elle fend et elle ne tient pas sur la pièce. Donc c'est très difficile d'arriver à avoir des fortes épaisseurs. Et pour moi, c'est un écueil que j'ai pu dépasser parce que j'avais l'expérience de mes superpositions des mots biscuités. Et j'avais constaté qu'on pouvait donc biscuiter un émail qui restait poreux et qu'on pouvait réémailler par-dessus et donc augmenter facilement les épaisseurs. Donc j'ai utilisé cette technique dans mon propre travail. J'ai développé donc une manière de faire. Voilà. Alors au tout début, je faisais 2 cuissons intermédiaires. Et également j'ai émaillé. Alors obligation d'émailler au trempé pour que l'émail se répartisse d'une manière régulière sur la forme. Et l'épaisseur se fait en fonction de l'épaisseur du propre tesson. Dans les parties très fines, la terre arrive à saturation d'eau très vite, donc l'émail ne charge pas. Par contre, lorsque la terre est très épaisse, elle peut absorber beaucoup d'eau, et là, l'émail devient plus épais. Donc automatiquement, sur la pièce, il y a un gradient d'épaisseur qui se crée et qui donne toute la saveur au céladon. Alors les matériaux. En Chine, ils travaillent avec ce qu'on appelle la pierre à porcelaine, le pétonsé. C'est un minéral qui est spécifique à la Chine, au sud de la Chine, il n'y en a qu'au sud de la Chine, en dessous de Shanghai. C'est pour ça qu'il y a des céladons à Yue, en dessous de Shanghai, et à Hangzhou et à Longchuan. Et également au sud de la Corée et à l'extrême sud du Japon. Ça, c'est une photo que j'ai faite au Japon. Et il y a une unique porcelaine, une usine qui fabrique la porcelaine à partir de la pierre à porcelaine. C'est là où se fournissent Masamichi Yoshikawa ou Fukami, enfin des gens qui font du céladon comme moi, et les autres, évidemment, tous ceux qui travaillent la porcelaine. Donc là, vous voyez, la pierre à porcelaine, elle est à gauche de la photo, et on voit des traces d'ocre. C'est l'oxyde de fer qui remonte dans les failles du caillou. Et donc l'ouvrier qui est là, il les épluche, c'est bon, il les cogne une contre elle avec un marteau qu'on voit. Et on voit d'ailleurs à côté du marteau des petits morceaux de pierre. C'est-à-dire qu'il a décapé, il a retiré la partie ocre qui apporte l'oxyde de fer. Ce qui fait que comme ça, il faisait 3 tas, un tas très pur, très blanc, un moyen, et puis l'autre avec un peu le rebut. Et donc la composition chimique des matériaux change un peu en fonction que ce soit en Chine ou au Japon. En Chine, il y a assez peu de kaolin dedans, très peu. C'est une roche dure, c'est une pierre. Pour l'utiliser, il faut la broyer, la réduire en poudre, la mettre dans des bassins avec beaucoup d'eau, secouer, verser l'eau qui surnage dans un bassin contigu, attendre que ça sédimente, et la poudre, la pâte qui est obtenue, c'est une porcelaine qui peut être cuite à 1300 degrés sans problème. C'est la porcelaine, ils n'utilisent que ça, il n'y a pas d'autre injonction. Par contre, en Chine, la pierre à porcelaine ne contient pas de kaolin, ou très peu, et c'est uniquement des composants très fusibles, et à partir de 1200 degrés, elle commence à se déformer, et voilà. Et ils ont rajouté du kaolin à partir de la période des Yuan. Alors en France, il n'y a pas du tout de pierre à porcelaine, bien sûr. Le minéral le plus proche, c'est le feldspath. Alors à gauche, par exemple, vous avez un exemple de feldspath potassique qui vient de Lozère. À droite, c'est un feldspath sodique. Moi, je travaille évidemment avec les matériaux que j'ai à ma disposition, avec les matériaux que je trouve en France ou en Angleterre ou en Allemagne.
Ça, c'est un kaolin de Bretagne. En fait, c'est un morceau de granit qui est en état de décomposition et où les parties alcalines sont transformées en kaolin. Donc tout ce qui est blanc, c'est du kaolin. Évidemment, il y a d'autres minéraux mélangés avec. Et donc c'est lavé simplement avec de l'eau, c'est lavé, et puis on décante, on retire les plus fines particules qui sont le kaolin pur et qui ne contient pas d'oxyde de fer. Là, il est très très pur, il est très très blanc. Les autres composants avec lesquels j'utilise, c'est du sable de Fontainebleau à gauche. Je n'utilise pas sous cet état-là. J'utilise broyé, je l'achète broyé. Le grain le plus gros, ça doit faire 60 ou 80 microns. Et à droite, donc, c'est un morceau de quartz. Les autres composants que j'utilise dans mes formules, et rien d'autre, hein, c'est de l'ocre jaune pour apporter la couleur, et le carbonate de calcium. Bon, dans mes recherches, je les ai toujours faites sur des formes à peu près identiques. C'est ce qu'on voit en bas à droite. Là, les pièces sont émaillées. Alors, toujours émaillées au trempé. Pour moi, c'est un principe sacré. Je dois émailler au trempé. Donc, évidemment, ça me limite dans la taille de mes pièces et dans le poids de mes pièces. Parce que tremper une grande pièce dans un bac, c'est assez physique. En vieillissant, j'ai diminué le poids de mes pièces, hein, on va dire. Donc voilà, là je suis en train de faire plusieurs trempées dans un godet. Généralement, je pèse environ 100 grammes de produits différents, donc du kaolin, du feldspath, de la silice, du carbonate de calcium, de l'ocre jaune. Voilà. Alors j'en ai fait des milliers d'essais. Ça, c'est une installation que j'ai faite en Bourgogne. Il n'y a qu'une infime partie, hein, parce que j'en ai. Alors, ça, je le garde, ce genre d'essai, j'en ai des cajots complets. Bon, alors pour la couleur, il y a une multitude de paramètres qui entrent en jeu. Il y a la granulométrie des matériaux, il y a les matériaux en eux-mêmes, leurs proportions, et puis pendant la cuisson, les périodes de réduction et d'oxydation et les vitesses de refroidissement. Là, sur cette pièce, ce qu'on peut voir, c'est les effets de la réduction et de l'oxydation. Sur la partie haute, mes brûleurs étaient mal réglés dans mon four. C'est par hasard, comme ça. Bon, voilà. Donc je ressors ma pièce, je m'aperçois que le haut est oxydé, il n'a pas été bien réduit. Le bas est réduit, mais pas terriblement. Mais on voit donc la variation de couleur en fonction de l'oxydation et de la réduction. C'est le même émail, hein, c'était émaillé au trempé dans la même bassine, c'est la même chose. Donc en oxydation, les émaux sont légèrement jaunes, et puis le bleu-vert se développe en réduction. Là, c'est pareil, vous voyez, la partie centrale, c'est un émail qui est cuit en réduction, et le même émail, alors, dans une atmosphère franchement oxydante, sur la droite. C'est le même émail. Alors, il y a une autre particularité, si on rajoute du titane, et qu'on cuit en réduction, on n'obtient pas du bleu. Hein, vous voyez ce vert, là, la partie centrale, en rajoutant du titane, on obtient la couleur qui est à gauche, pardon. Alors donc, moi j'ai rajouté du titane pour l'avoir, mais si vous prenez un feldspath qui contient du titane ou un kaolin qui contient du titane, ça va faire cet effet-là. Si vous aurez beau réduire, vous ne pourrez pas avoir un bleu-vert bien lumineux. Exactement, également, s'il y en a dans la pâte, dans le corps, dans le tesson. Si le tesson contient des matériaux, ça peut abaisser la couleur, le rendre beaucoup plus terne. Les porcelaines, à ce sujet, les porcelaines, on donne le même émail posé sur une porcelaine va être éclatant, lumineux, coloré. S'il est posé sur un grès de Saint-Amand, par exemple, il va être terne, il va être, toute la qualité de couleur va être tuée. Alors, pour moi, le céladon, il impose un langage plastique vraiment spécifique. Surtout lorsqu'on émaille au trempé, évidemment. Donc il y a des variations d'épaisseur. Donc si on crée des parties en relief, elles vont devenir plus claires parce que l'émail sera moins épais. Par contre, dans les creux, l'émail va être beaucoup plus coloré, plus profond. Et pour trouver mes formes, pour les faire, il faut également des formes qui se fassent rapidement parce que en céramique, il y a beaucoup de déchets, on rate beaucoup de pièces. Ça, moi, si je veux faire une forme particulière, il faut que j'en fasse 2-3 pour être sûr d'en avoir une. Et parfois, je me souviens d'une pièce que j'avais réalisée, exposée à Bruxelles, et je l'avais vendue. Une cliente voulait une pièce similaire, je lui ai promis d'en faire une.
J'en ai fait d'abord 3, je les ai ratés, j'en ai fait d'autres, je les ai ratés. J'ai lu un 13e. C'est une forme compliquée, dont vers la photo, je vous le dirai tout à l'heure. Donc, pour faire mes formes, je ne sais pas pourquoi, enfin si j'imagine, j'ai inventé cet outil. C'est une lame que je fabrique. J'ai mis des manches en bois de chaque côté pour pouvoir la manipuler. Et je taille dans l'argile avec un geste rapide. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la nervosité du geste. Alors, j'attribue ça à un travail parallèle que je faisais. C'est-à-dire qu'en même temps, ça c'est en 90-93, je pense. Je faisais alors, dans ma famille, j'ai 2 frères. Et mes 2 frères, un qui était directeur de création dans une grosse boîte de création, de conception de stands, et réalisation de stands. Et mon autre frère a créé sa propre boîte aussi. Donc, de temps en temps, quand ils étaient en charrette ou que j'avais besoin d'un peu de financier, j'allais travailler chez eux. Et puis, quand il y avait toujours des décors sur les stands à faire, je les réalisais à 5 pour mètre, parce que les maquettes qu'on propose aux clients, c'est à 5 pour mètre. Et ensuite, quand j'en avais la capacité, le temps, je les réalisais. Bon, ça, c'est un travail que j'ai fait pour Apple. Vous allez voir, donc, voilà, les personnages sont situés là c'est à la Grande Halle de la Villette. Donc les halles de la Villette déplacées au nord de Paris. C'est un salon Apple, uniquement Apple. Et la conception du décor général, c'est mon frère Pierre, donc il avait conçu. Et moi, j'ai réalisé tous les personnages. Voilà, ça c'est pendant la fabrication d'un des personnages. Donc ils sont tous réalisés en argile. Et après moulés en résine polyester, et je faisais des tirages en résine polyester assez rapides. Alors je faisais également des décors peints. Voilà, ça c'est une peinture que je faisais pour les stands. Voilà, donc je pense que ça aussi, voilà, ça c'est une main que j'ai réalisée au départ en argile et puis après. Je travaillais également énormément le polystyrène. Donc je découpais le polystyrène avec des fils chauds pour le mettre en forme. Par exemple, j'ai fait des mains très grandes et donc je faisais un modèle que je divisais en bandes. Et les bandes, je les mettais sur un papier, je relevais le contour, ce qui me permettait ensuite de les découper en agrandissement, le polystyrène. Et après, rassembler toutes les plaques par collage et tailler avec une brosse métallique, par exemple, voilà, puis le fini sur un papier de verre. Ça permettait de faire des grandes sculptures. Bon, ça, la plus petite, voilà. Bon, c'est mon ami Michel Lunardelli qui a fait les photos. On avait fait une séance photo avec la main, on avait bien rigolé. Donc, moi, je suis à peu près persuadé que c'est ce travail-là qui m'a mis sur la voie de la lame. La lame, c'est à la fois c'est un peu le fil chaud, et puis je travaillais aussi, quand j'avais des grandes surfaces de terre à lisser, j'en tenais une règle comme ça, puis en frottant avec la règle, voilà. Voilà mes outils. On retrouve la lame, et puis les autres sont des lames aussi, c'est des outils que je fabrique. Alors, au départ de chaque sculpture, que ce soit les bols ou les coupes, ou toutes mes sculptures partent d'une masse d'argile. La plupart du temps, c'était parallélépipède, comme ça. Bon, ça peut aller jusqu'à 150, 180 kg d'argile sur une planche. C'est sur un pied, vous voyez, un simple pied, comme ça. Je ne tourne pas, c'est moi qui tourne autour de la pièce, vous voyez. Et alors, l'argile, je la fabrique. L'argile, ce sont mes mélanges. J'achète mes matériaux directement en carrière. Là, en ce moment, je travaille avec une argile qui vient de Tournon-Saint-Martin, c'est dans l'Indre. Un feldspath qui vient maintenant de Montluçon. Avant, il venait du Morvan, mais c'est une carrière qui a fermé. J'y ajoute de la bolokite qui vient d'Angleterre. C'est des kaolins calcinés. Hein. Et du sable de Fontainebleau broyé. Bon, donc une fois que la forme est lissée, j'utilise la lame. Et on va aller voir rapidement. Voilà. Alors j'utilise évidemment la capacité de l'argile à conserver les formes, à conserver la moindre pression. Alors l'ébauche se fait en quelques secondes. Hein. C'est très important de travailler d'une manière rapide.
Et vous voyez, avec la lame, la forme est finie. Et pour moi, ce tracé, cette trace-là, elle est sacrée. Il ne faut surtout pas y toucher. Enfin, j'essaie de ne pas y toucher, de ne pas la déformer. Ce qui n'est pas forcément facile, parce qu'il faut extraire, il faut sacrifier une des deux parties, et c'est parfois pas facile de l'extraire. Il faut que la terre soit relativement humide. Comme je fabrique mon argile, je peux la faire avec l'humidité qui est requise, qui est nécessaire. Et donc il faut que ce soit assez humide pour que la lame n'ait pas trop de difficulté à pénétrer dans l'argile et à se déplacer. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop humide non plus, sinon ça colle, les deux formes se collent l'une sur l'autre, et là c'est... Alors l'autre face sera creusée dans le temps. Voilà, là il y a une grosse partie qui va venir. Vous pouvez remarquer l'état de la terre, la pression de mes doigts qui s'imprime. J'ai été faire une démonstration une fois dans une école à côté d'une école de céramique pas loin de Dijon. Et à la suite de ça, donc, le professeur qui m'avait fait venir avait eu l'idée de faire des photos à ses élèves en utilisant un tube flexible, je ne sais pas comment ça s'appelle, un tube lumineux flexible. Et donc en faisant des photos, en mettant sur pause durant assez longtemps, et en faisant des mouvements comme ça, on mouvement dans l'espace, et donc sur l'image, après, il y a le tracé, ça faisait un peu des formes assez similaires aux miennes, c'était assez étonnant. Bon voilà, ensuite donc, je creuse tout de suite pour préparer l'autre face. L'autre face est fait uniquement par sculpture, et quand la terre est complètement sèche, au papier de verre. Voilà, donc j'ai creusé le maximum, j'essaie de faire un jour d'un côté à l'autre pour que l'air circule et que la pièce sèche assez rapidement. Et ensuite je la mets sur le séchoir, et pour faire l'autre côté, ça va prendre plusieurs semaines. Parce qu'il faut... Là, je ne peux pas enlever la matière dessous, sinon la forme va s'écrouler, c'est évident. Donc il faut que j'y aille progressivement, je retire en fonction de ce que peut supporter la terre, comment elle se supporte elle-même. Et parfois, il faut faire je laisse des piliers pour que ça tienne debout. Voilà, par exemple, là c'est le cas, là il y a des piliers qui, au fur et à mesure que la terre va sécher, sont retirés. Et lorsque la terre est complètement sèche, je couche la pièce sur du polystyrène pour pouvoir poncer l'autre face. Voilà, donc l'émaillage, ça suppose de grandes quantités d'émail. C'est la valeur de à peu près 80 litres. Donc tout est maillot trempé. Alors sur cette pièce, c'est le deuxième trempé. Au tout début, j'ai émaillé j'ai 18 trempés, hein, c'est la folie. Progressivement, en jouant sur les grades de lumétrie, etc., en profitant de mes expériences, on va dire, j'ai réduit à une seule cuisson intermédiaire. Et jusqu'à présent, mais je suis en train de changer là, à nouveau, mon protocole. Jusqu'à présent, j'avais 4 trempés successifs, une cuisson biscuit de l'émail. C'est pour ça qu'on voit que la pièce est rose. C'est l'émaillage précédent qui était biscuité. Et comme le biscuit se fait en oxydation, il est rose. L'oxyde de fer devient rouge et donc ça donne du rose. Il y a très peu, là. Il y a environ il y a 1% d'ocre jaune dans mon émail. Alors les premières pièces que j'ai faites, c'était en imitation, en inspiration de la pièce du fameux vase d'hôtel chinois. Donc là, le col est entouré d'un dragon. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait sur l'autel, il y a 2 pièces. Généralement, il y avait du riz qui était à l'intérieur, hein, c'est un vase d'offrande, sur l'autel des ancêtres. Et donc, alors j'ai repris un peu le schéma de construction de la pièce. En bas, un pied.
Bon, moi j'ai fait un pied un peu comme un socle. Ensuite une panse, quelque chose d'un peu ventru. Et puis à la place du dragon, j'ai fait une forme un peu de feuillage. Bon, évidemment, il n'y a pas de couvercle. C'est pas l'aspect contenant m'intéressait pas trop. Alors, les formes, elles viennent aussi des outils. Ça c'est une coupe. C'est une coupe, ça pourrait être un bol. C'est-à-dire qu'au départ, la forme avec la lame, elle est faite à l'envers. Là, vous voyez, sur la surface, c'est une forme rectangulaire. C'est la trace de la planche de bois sur laquelle j'avais posé la masse d'argile. Donc, il faut l'imaginer à l'envers. Et avec la lame, j'ai fait la première taille. Et après quelques jours de séchage, j'ai collé un pâton d'argile pour faire le pied. Et je l'ai posé sur ce pied. Et j'ai commencé à creuser l'intérieur avec mes outils spécifiques. Et ces outils, eux-mêmes, quand on fait des enlèvements comme ça côte à côte, ça crée des reliefs assez particuliers. Voilà. Donc c'est l'effet donné par cet outil, comme ça, en laissant des arêtes qui viennent rythmer l'intérieur. Voilà, c'est l'effet du silex, ça, c'est avec les outils courbes, comme ça, en craquant. Voilà. J'aimais bien travailler comme ça, des éléments de... Évidemment, pas du côté où je suis passé avec la lame, ça c'est sacré, j'y touche pas. Et si au moment où je passe la lame, il y a des morceaux d'argile qui vont se coller, qui viennent un peu perturber la surface, la plupart du temps, je les garde. Pour moi, c'est important de les garder, sauf si vraiment c'est disgracieux. Mais autrement, la plupart du temps, je les garde. Et souvent, ça participe à la beauté de la pièce. Alors voilà, bon, j'ai beaucoup utilisé la symétrie pour rythmer l'intérieur de mes coupes. Alors, vraie symétrie ou symétrie en diagonale, ou etc. Ou en symétrie, en miroir, symétrie spéculaire, comme ça. Là. Ça, c'est une grande pièce. Hein, elle fait environ 60 cm de long. Alors, sur un émail dans lequel j'avais rajouté un petit peu d'oxyde de titane. Donc, il développe un peu cette couleur un peu jaune. En voilà une autre. Alors là j'ai utilisé les formes de l'extérieur en les surélevant. Il y a un travail de modelage. J'ai à la fois creusé l'intérieur, mais j'ai remodelé. J'ai rajouté de la matière au-dessus. On voit de la lame là, qui part en diagonale et qui dépasse. J'ai rajouté de la matière au-dessus et j'ai fait correspondre à l'intérieur les formes extérieures. Et là encore, ça émaille. Les émaux en bronze comme ça, c'est où j'utilise à la place d'un kaolin une argile ferrugineuse qui contient naturellement du titane, où j'en rajoute un peu sous forme de rutile. Et ça développe des teintes un peu olives. Bon, évidemment, il y a mes autres sources d'inspiration, c'est les morceaux cassés. Je l'ai dit qu'il y a beaucoup de déchets, beaucoup de rebut. Et donc, le dépotoir, il s'accumule. Et souvent, de voir des morceaux cassés, ça m'inspire. Là, dans les morceaux cassés, on voit qu'il y a des pièces déjà émaillées et biscuitées une première fois, les parties roses, et d'autres qui ont été jusqu'au bout, mais qui posaient des problèmes que j'avais décidé de casser. Bon, en haut, vous avez le morceau que j'ai ramassé sur la tessonnière, et en bas, la forme qui m'a été inspirée. Bon, là, j'ai vu qu'il y avait trois éléments, une espèce d'aile comme ça sur la partie gauche, le creux, un peu ombré par une lame qui semble en sortir. Voilà, alors, toujours avec les mailles olives. Autre forme, en bas, voilà, c'est là opposé. Ce qui m'intéressait, c'est opposer deux formes complètement différentes. C'est une ligne géométrique, droite, et puis en face, une ligne, pulpeuse, enfin, charnue. Voilà, on peut dire que d'un côté, c'est une lame, donc c'est quelque chose d'affûté, une matière qui se perd, qui s'affine, et de l'autre côté, au contraire, c'est quelque chose qui est en expansion. Et trouver ces deux lignes comme ça, en comparaison, voilà, ça m'intéressait. C'est-à-dire trouver des oppositions, des contrastes. C'est une pièce qui fait 85, presque 90 cm de long. Une des dernières que j'avais au musée de Sèvres. Et j'ai arrêté d'en faire, c'est 30 kilos. Hein. 30 kilos, à l'époque, j'ai émaillé environ une douzaine de trempés.
Et donc, il faut imaginer, il faut tremper dans le bain et la soulever et la lever, comme ça, la tenir un moment pour que ça s'égoutte, que ça sèche un peu, la retremper. Et les dernières, bon, m'échappaient des mains. Elles tombaient sur le sol, j'avais les mains ankylosées. Je dis, bon, j'ai fait des pièces plus légères. Ce qui n'empêche pas des grandes tailles, hein, comme celle-ci. Voilà, le fini, le fini, le non fini, le fini, l'inachevé, voilà, ce qu'on retrouve dans le Michel-Ange, on voit là, le tombeau de Julien de Médicis, où Michel-Ange n'a pas fini la tête. Et le corps, lui, il est parfaitement fini. Et en haut, déjà, c'est pareil, une autre opposition. C'est une pierre de rêve, ce qu'on appelle une pierre de rêve chinoise, qui est posée sur un socle qui, lui, est extrêmement fini, extrêmement ouvragé. Ce rapport, comme ça, entre les deux, c'est entre une matière brute et puis quelque chose qui signifie. Pour Michel-Ange, c'est une tête, mais c'est aussi un caillou encore. C'est encore de la matière, c'est encore du caillou. Par contre, en bas, non, oui, on sait mentalement que c'est un caillou, mais visuellement, on perçoit ça comme un vrai corps, comme un corps, quoi. C'est-à-dire que la matière, elle est devenue sa représentation elle-même. Voilà donc encore une autre exploitation de cet esprit-là. Autre source d'inspiration, c'est, bon, je chauffe au bois à la maison, évidemment, on habite à côté d'une forêt domaniale, et c'est une bûche, un bois fondu, et j'avais remarqué, la photo n'est pas bien faite, à vrai dire, mais il y a les courbes qui vont de... si vous prenez la diagonale de la bûche, c'est la crête, hein. En fait, la bûche, il y a deux pans comme ça, et donc la crête, les formes courbes partent comme ça d'un côté, mais vous la retournez, ah ben, c'est les mêmes courbes dans le même sens. Mais le fait que vous les vivez ensemble, vous avez l'impression que ça fait un S. Bon, j'ai dit, tiens, je vais essayer de trouver quelque chose. Donc voilà, ça, c'est les premières formes que j'ai faites. Elles n'ont pas été au bout, hein. C'est reparti dans la machine pour refaire un boudin. Mais ce qui m'intéresse justement, c'est à l'endroit où les deux formes se croisent, c'est créer une crête. Et voilà, donc voilà la forme générique qui est née. Et pour moi, j'ai traité ça comme un leitmotiv, comme un petit morceau de musique qui est réemployé, qui est mis dans un sens à l'envers, qui est modifié, etc. Voilà, comme j'écris comme un thème de musique. Voilà, et là, alors, donc, c'est exact. Là, sur les trois photos, c'est exactement la même pièce. Elle est simplement posée dans trois positions différentes. Et en rajoutant des éléments, voilà, ça donne ceci. Ça donne, si on la pose à l'envers, ça donne ça. Après, on peut la multiplier. Voilà, c'est la pièce qui est ici. Là, c'est trois éléments avec une partie plate. Ça peut donner. Là, ce qui m'intéressait, c'est l'effet de vortex un peu à l'intérieur entre les deux pièces. Il y a une partie qui est un peu cachée, un peu mystérieuse, mais voilà. Mais si vous analysez, c'est toujours alors là, la forme, au lieu d'être ouverte, j'ouvre l'angle, tout simplement, mais c'est le même principe, c'est le même thème. Ou alors plus ramassé, plus cubique. Un autre travail, alors ça c'est une exposition que j'ai faite en dessous Clermont-Ferrand, Galerie Empreinte. Et donc l'idée c'était de faire une installation au sol avec... l'idée de départ en fait, c'est, vous voyez, quand je fais une forme, je retire une partie. Et je m'étais posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire avec la partie que je retire? Est-ce que je pourrais réassembler la partie que je retire avec celle qui reste? Et puis c'est parti de ça, et puis en fait, donc je mettais de côté les parties supérieures, et puis je les ai vidées, travaillées, etc. Et donc je me retrouvais avec une certaine quantité, puis j'ai eu l'idée de les associer, elles. Et ensuite, j'ai fait des formes exprès pour les associer. Mais au départ, c'était ça, utiliser la forme que je jetais. Alors ça s'appelle dancing, parce que j'ai associé les pièces deux par deux. Voilà, ça, je donne un nom avec un petit jeu de mots, tango show. C'est d'Argentine, évidemment. Alors, c'est un peu anthropomorphe, enfin, des espèces de mouvements comme ça, de danseurs qui bougent. Ouais. C'est pas très grand, hein, ces tailles-là. Il y en a une que, je crois, c'est Valse élégante qui est un peu plus grande.
Voilà. Celle-ci, bon, elle est un peu plus grande, elle fait à peu près cette taille-là. Là, j'utilisais 2 céladons un peu différents, hein, avec de l'oxyde de fer des proportions un peu différentes. Un autre Sainte-Nitouche, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Autre source d'inspiration, les roses en béton dans le jardin. Voilà, pour moi, symbole du plein et du vide. Je dis, tiens, voilà, c'est à la fois un volume, c'est à la fois un vide. Et là, la première pièce que j'ai faite, hein, sur cette inspiration, évidemment, bon, je n'ai pas fait. Ce qui était intéressant pour moi, c'est créer une crête comme ça, une silhouette sur le dessus. Et créer une suspension. Et voilà, ça donnait ces formes-là. Et ça a été un basculement dans mon travail. Les premières pièces que j'ai faites, jusqu'à présent, toutes les pièces que je faisais, je les cuisais debout dans mon four. Et quand je cuisais ces pièces-là, comme je voulais, moi ce que je voulais, c'est qu'il y ait une arête, que la partie qui est en façade soit comme un dessin, comme un trait comme ça, qui se développe. Voilà. Et pour ça, il faut affiner le bord, ce qui n'empêche que, à mi-distance de l'épaisseur des pieds, par exemple, la pièce fait presque 2 cm. Hein, 1,5 cm, presque 2 cm. Mais si les bords sont très fins, on a l'impression que c'est juste un trait. Mais quand ça cuit comme ça, il y a quand même du feldspath dans l'argile, donc il y a ramollissement. Donc j'avais toujours les pièces, les épaules s'affaissaient, donc venaient vers le centre, par le poids de la partie centrale. Et c'est beau, c'était symétrique, c'est beau, mais ça m'ennuyait. Je jouais quand même quelques épaules carrées, je jouais quelque chose de carré. Et donc j'ai eu l'idée de faire des plaques. En même temps que je faisais une pièce, je faisais une grande plaque de la surface du carré, sur laquelle je cuisais ma pièce, posée dessus. C'est-à-dire que la plaque, elle prend toutes les variations dimensionnelles pendant la cuisson, elle dilate, elle rétrécit, etc. Hein, c'est comme on est immobile dans le train qui bouge à 300 km/h, hein, si on va dire, bon, dans le TGV. Et là, c'est pareil, la pièce, elle ne bouge pas, donc elle reste homothétique. Voilà. Et cette idée de faire ça, ça m'a ouvert un champ incroyable. Parce que des pièces comme celles qui sont ici, c'est impossible à cuire debout. Impossible. Donc pour chaque pièce, il y a une plaque, et elle cuit sur sa plaque, il va éponger les retraits, et là ça devient possible. Mais là, une fois que j'ai découvert ça, j'ai dit, c'est incroyable les possibilités que j'ai. Voilà, par exemple, ça, ce ne serait pas possible sinon. Ce ne serait pas possible. Alors, pour les dessins comme ça, j'ai plusieurs formules. C'est soit je fais, comme vous m'avez vu faire tout à l'heure dans la petite vidéo, un tracé j'appelle ça en écriture automatique. C'est-à-dire, je me vide la tête, j'éteins la radio un quart d'heure avant, et puis, et une fois que je suis prêt, bon, je fais un geste. Je retire, je regarde. Si c'est bon, je garde. Si c'est pas bon, eh bien, la terre repasse dans la machine, je refais un volume, et puis je retaille, voilà. L'autre façon, c'est aussi cette série-là, j'ai appelé les calligraphies, c'est de faire des dessins comme des signatures, avec la nervosité de la signature, des traces d'ego. J'ai appelé ça des traces d'ego. Voilà. Et quand il y a une forme qui me semblait bonne, et surtout exploitable, parce qu'il faut que ça tienne debout. Hein, donc, je la scanne, je l'ai scannée, et je l'agrandis. Alors je modifie peut-être un peu les proportions pour être sûr que le centre de gravité se trouve au bon endroit. Et ensuite, j'en fais voilà une autre plante dont j'ai rempli des pages. Vous remarquez une des formes, par exemple, qui est... il y a 2 papiers qui sont superposés. À la limite du papier inférieur, vous voyez, sur la partie gauche, là, il y a une forme un peu spécifique. Vous allez voir la pièce après. C'est ce dessin-là que j'ai scanné. Il a été fait vraiment comme ça, comme signature. Hein, voilà, donc c'est un dessin agrandi, ça fait 90 de large. J'agrandis avec l'ordinateur et j'imprime sur des papiers que je recolle ensemble. Je découpe au ciseau pour faire un patron. Et ensuite, c'est appliqué sur le volume de terre. Et avec un feutre, je retrace le feutre qui trace très bien sur l'argile humide, ça marche bien. Et ensuite, quand je taille la forme avec mon outil, il n'est pas question de suivre le tracé au feutre au millimètre, hein, c'est impossible. Il faut aller vite. Donc voilà, si je vais un peu à côté, c'est pas grave. Si la forme est belle, c'est bon. Le principal, c'est d'avoir la vigueur du geste, c'est d'avoir l'intensité.
Voilà, puis on retrouve. Donc l'autre face est faite, voilà, 10 secondes pour faire un côté, et puis plusieurs semaines pour faire l'autre. Voilà, là j'ai retiré déjà pas mal de colonnes, hein, de soutien, parce que la terre a beaucoup durci. Je garde aussi une bande sur la planche de bois pour relier les deux extrémités, parce que la terre prend quand même, c'est une terre qui prend 9% de retrait, c'est énorme, hein, 9%. Hein. Et voilà la pièce réalisée. Donc la pièce a cuit sur sa propre plaque. Plaque donc fabriquée avec la même argile. Alors au début, je faisais une plaque pour chaque pièce. Après, par la suite, j'ai pu réutiliser des plaques déjà biscuitées. Ça marchait, ça pouvait marcher. Là, je suis en train de changer ma composition d'argile et je suis obligé de retourner à une plaque par pièce. Parce que la terre prend vraiment beaucoup plus de retrait. Et... Par contre, elle me donne des émaux plus lumineux. Voilà, ça, cette forme-là, c'est celle que j'ai été obligé de refaire 13 fois. Elle est grande, hein, c'est une grande pièce, c'est vraiment une très grande pièce. Ça, de bout à bout, elle fait 85, 90 dans ces eaux-là. L'autre façon de faire, donc, c'est, bon, vous avez dit, soit en écriture automatique, soit à partir de dessins, soit un dessin simple fait sur la terre. Ça, c'est au moment où j'ai fait les pièces qui sont devant vous. Là. C'est une des pièces qui est là, je ne pourrais pas vous dire laquelle. Mais voilà, donc un tracé comme ça au doigt. Si c'est pas bon, vous voyez, j'ai effacé un peu, et puis je refais un peu. Et voilà, après je taille avec la lame, directement. Voilà une pièce qui est présente, là. C'est ça en écriture automatique, c'est vraiment sans penser à ce que je vais faire, et voilà. C'est ce qui offre le plus de surprises. Ça aussi, c'est pareil. Bon, alors on ne peut pas dire que ce soit entièrement en automatique, parce qu'il y a quand même des gestes qui s'impriment. Il y a des automatismes qui se créent automatiquement, enfin, naturellement, quoi. Là aussi, c'est... Alors, ce qui est assez curieux, c'est que quand je vais faire une forme, quand je veux reproduire une forme, ce qu'il faut dont je me souvienne, c'est la chorégraphie, c'est des gestes. Comment j'ai fait, comment j'ai tenu ma lame, quel mouvement j'ai fait. Cette succession de mouvements, c'est ce qui me donne la forme. C'est pas le dessin, parce que j'ai beau avoir un dessin, s'il n'y a pas la succession des gestes, la forme ne vient pas. Ça s'est fait avec la nouvelle terre, qui me donne beaucoup d'effets de matière. Bah, ça aussi, c'est les dernières pièces avec cette nouvelle terre, qui n'est pas encore au point. Dès que j'attaque des grandes formes, je les perds. Là, j'avais fait plusieurs portiques, je les ai tous perdus. Voilà. Voilà, ça va être la fin. Donc, j'ai quelques photos du champ de la Terre. C'est des photos que j'ai faites dans une usine désaffectée. Là, c'était avant l'exposition au musée de la piscine. Et voilà, c'est le groupe complet. Et voilà, ce que j'ai écrit, c'est que pour moi, j'ai pensé, quand j'ai fait ça, j'ai pensé musique. Et chaque pièce, c'est une note, quoi. Voilà, c'est une note. Et puis, voilà, j'ai dit, elles marchent toutes de concert. Bon, c'est faire un petit jeu de mots, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que prises individuellement, elles ont une signification. Il y a un côté un peu anthropomorphe. Prises ensemble, après, ça devient un jeu géométrique, d'entrelacement, voilà. Alors, c'est un espèce de mouvement. Au début, il y a des hésitants ou des hésitantes qui sont un peu en recul, qui hésitent, j'y vais pas, puis d'autres, puis devant, il y a les leaders, voilà. J'ai conçu un peu comme ça. Voilà, ça, c'était à la piscine.
Oui, c'est 21-22. Je fais une erreur. J'ai noté 22-23 là, sur le cartouche, c'est une erreur. Le temps passe vite. Bon, voilà, c'est la photo finale de Michel. Voilà, je vous remercie.